Alors qu'on se pose beaucoup de questions sur cette société russe, sur la politique russe, sur le sort d'un Vladimir Poutine qui est de fait affaibli, et il l'a montré d'une certaine manière avec ses bombardements cruels contre les civils aujourd'hui. Vous avez beaucoup autour de cette table indiqué que c'était l'arme du faible finalement. Sylvie Bermann nous rejoint. Sylvie Bermann connaît bien la Russie, elle était ambassadrice là-bas il y a encore très peu de temps. Vous l'avez été jusqu'à 3 ans avant le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, c'est-à-dire de 2017 à 2019. Merci d'être avec nous, Sylvie Bermann. Merci pour l'invitation. J'ajoute que vous avez le titre d'ambassadrice de France ou d'ambassadeur de France. C'est pas féminisé. Si, ils l'ont féminisé maintenant. 3 questions sur l'affaiblissement réel ou supposé de Vladimir Poutine. D'abord, l'effet des pénuries, bien sûr. Quel effet politique peuvent avoir ces pénuries? Et je vous propose d'écouter certaines des toutes dernières réactions qui nous sont parvenues tout près des pompes quand les Russes sont de plus en plus exaspérés. Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? Сейчас, блядь, в очереди. Уже, сука, подъезжаю. Извините, лимит закончился только по топливным картам. Это что, блядь? Да что, издевательство над людьми, блядь, сука? 10 литров, блядь! Что такое, блядь, 10 литров? Включи ебаную колонку, блядь! Вызывай нахуй охрану, блядь! Заебало, во 4 стоят, сука, с 5 утра, нахуй. Уже народ, сука, уже охуевает, блядь. Короче, заболели, что ли, вы все, пацаны, блядь? Родина в опасности, если, конечно... Montage Claudia Oliveira, on voit que certaines de ces Russes notamment, interpellent directement Vladimir Poutine, s'adressent à lui par vidéo interposée. Est-ce que ces pénuries peuvent déboucher sur non pas une crise, mais sur un affaiblissement politique de Vladimir Poutine? Alors d'abord, c'est la première fois que les Russes, en particulier à Moscou, à Saint-Pétersbourg, voient la guerre. Avant, ça ne les touchait pas, c'était loin, c'était de l'autre côté de l'Oural. Et Vladimir Poutine avait justement veillé à cela, parce qu'il ne voulait pas d'opposition dans la capitale. Donc aujourd'hui, ça se voit davantage, ça se sent. Il y a aussi les coupures d'Internet qui font très mal à Poutine, parce qu'il y a des vraies critiques d'une population qui est très numérisée, en fait. Ils utilisaient leur téléphone absolument pour tout. Alors, la pénurie de pétrole en Russie, c'est comme une pénurie de sable dans le Sahara. C'était tellement... ça coulait à flot, c'était une évidence, c'est d'où le mécontentement de la population. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une révolte. Il va y avoir des manifestations de mécontentement. Quand il a lancé cette guerre, il avait pris un certain nombre de mesures pour éviter justement des oppositions, comme les mères de soldats au moment de l'Afghanistan. J'étais déjà en poste à Moscou du temps de l'Union soviétique et ça avait plutôt bien réussi. Mais aujourd'hui, c'est problématique à tous les niveaux. Donc le carburant... évidemment, les personnes en manquent. C'est un manque également pour l'effort de défense. Et Vladimir Poutine est obligé de faire appel au Kazakhstan et à l'Inde également, à qui il fournissait du pétrole mais non raffiné. Mais c'est au fond, vous qui connaissez bien cette société russe, est-ce que le mécontentement populaire a une importance en Russie ? Ou bien ça n'a aucune importance parce que la population n'a pas son mot à dire? Alors, Poutine a un peu peur de la population. Il se souvient des manifestations en 2011-2012, même s'il ne risquait rien. Donc, il se méfie de ça. C'est pour ça qu'il avait pris un certain nombre de mesures préemptives, d'une certaine manière, pour éviter ce mécontentement de la population. C'était des manifestations, rappelez-nous. C'était des manifestations au moment de sa réélection, puisqu'il y avait eu Medvedev pendant 4 ans, et il y avait eu des contestations sur la sincérité du scrutin. Il y avait Sentsov. Non, absolument. Et donc, il y a une vraie frustration de la population. Et depuis ce moment-là, Vladimir Poutine a évité d'avoir des opposants au moment des élections présidentielles. Donc, soit il les mettait en prison, comme ça a été le cas pour Navalny, pour les écarter pendant le temps des élections, ou alors il choisit ce qu'on appelle des membres de l'opposition systémique, c'est-à-dire des membres du Parti communiste et qui sont,
en fait assez pro-Poutine. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plus- il a toujours C'est plus verrouillé qu'avant aujourd'hui. maintenant, c'est totalement verrouillé. Moi, j'ai assisté aux dernières élections présidentielles normales en 2018, validées par l'OSCE, même s'il notait qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais qui s'étaient déroulées normalement. Or, la réforme de la Constitution en 2020, pour qu'il puisse avoir à nouveau 2 mandats, quand même jusqu'en 2036, ce référendum a été organisé de manière assez folklorique, avec des bourrages d'urnes évidents. Donc oui, le système a complètement changé. Deuxième question, est-ce que ce qui est à redouter pour lui, bien sûr, peut venir au contraire de l'armée? L'armée, sentant le mécontentement de la population, est-ce que c'est de là, est-ce qu'il peut venir en danger de là? On a évidemment 2 images en tête, 2 visages en tête. Celui du soldat Lounine, il y a quelques jours, qui lui a interpellé, pas sur la question du carburant, mais sur la question de la situation des soldats au front, et qui a dit « Attention, l'armée risque de se retourner contre vous si vous ne changez rien ». Et puis on a en tête évidemment le visage de Prigojine. Et là, c'était il y a déjà 3 ans, et on se souvient de l'expédition qu'il avait tenté de mener jusqu'à Moscou. Est-ce que ce risque-là, le risque Prigojine, pourrait, d'après vous, se reproduire aujourd'hui? Alors, Prigojine, d'abord, il était très charismatique à partir du moment où il a finalement gagné quand même sur le front. C'était une mutinerie, c'était pas un coup d'État. Il ne serait jamais arrivé à Moscou, il n'y a jamais eu de risque. C'est contrairement à ce qui a pu être dit, même si c'était assez spectaculaire. Maintenant, Lounine, c'est un petit peu différent parce qu'il semble être tout seul, même si sa vidéo a été virale, bien évidemment, parce que c'est partagé par beaucoup de soldats qui sont effectivement maltraités. Je crois qu'il disait il reste 36 minutes sur le front. Il y a toujours eu une indifférence russe aux morts sur le front. C'était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est des vagues qui sont envoyées. C'était pas un sujet, ça l'est sans doute un tout petit peu plus maintenant. Puis il ne faut pas oublier qu'à une époque, c'était vraiment, d'une part, des repris de justice, des gens qu'on allait chercher dans les prisons, et d'autre part, c'était des gens qui acceptaient volontairement parce qu'ils touchaient des sommes énormes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses pour les payer de la même manière, et donc il y a un mécontentement qui se manifeste. De là à ce que l'armée se retourne contre Poutine, qui est quand même très très bien protégé par au moins 3 couches, avec son système de protection personnelle, je pense qu'on n'en est pas là. Et d'ailleurs, le fameux Lounine, il a été convoqué à Moscou et il a été... pour le moment, il dort en prison. Il dort en prison. Alors, 3e question, elle est inévitable, même si tous les spécialistes de la question ici écartent cette hypothèse. Ce sont les médias qui l'agitent beaucoup. La peur fait vendre. On va pas tourner autour du pot. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que on n'a pas forcément tort d'évoquer cette hypothèse nucléaire si Poutine se sent un peu acculé par ces bombardements, par cette situation énergétique en Russie? Alors, je vais y répondre assez rapidement. Je ne pense pas qu'il recourt au nucléaire. C'est un pays doté, c'est un pays qui connaît la grammaire du nucléaire. Mais c'est vrai que quand il est en difficulté, à chaque fois, il mentionne la superpuissance nucléaire de la Russie, parce que c'est le pays qui a le plus d'ogives nucléaires au monde, 6000. Et d'autres, alors, je ne vais pas dire vos homologues à la télévision, parce que c'est un peu du théâtre, quand il menace quotidiennement Paris, Berlin, Rome ou je ne sais quoi du feu nucléaire. Donc je pense que non, ce n'est pas très sérieux. Bon, maintenant, la question qui se pose, en même temps, on ne peut pas évacuer le sujet. Et les Américains disent il faut quand même prendre une puissance nucléaire au sérieux. Et d'ailleurs, si on ne les prend pas au sérieux, pourquoi prendrait-on les États-Unis, la Chine ou la France au sérieux si on considère que la dissuasion nucléaire ne vaut rien? Alors maintenant, il y a un sujet qui est évoqué périodiquement, c'est celui de frappe de ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques,
Des frappes très limitées. Des frappes très limitées sur le champ de bataille. En fait, les Américains étaient inquiets au moment de la prise de Kherson par les Ukrainiens et avaient demandé même à Xi Jinping d'intervenir auprès de Vladimir Poutine. Et les Chinois, là-dessus, sont très clairs. Pas d'usage, effectivement, du nucléaire. Donc je pense que ça reviendra périodiquement de manière un peu plus directe chez Medvedev ou chez les fous furieux de la télévision. Mais même Poutine, quand il l'évoque, il est quand même un peu plus modéré. Il y a une culture nucléaire, une tradition nucléaire qui fait que on sait très bien que ce n'est pas une arme d'usage. Absolument, et surtout des 5 États dotés. Alors maintenant, on sait que d'autres États, comme l'Inde, le Pakistan, Israël, ont l'arme nucléaire, mais les 5 États dotés d'origine, je pense que quand même, il y a effectivement un sentiment de responsabilité. Vos réactions, vos commentaires ? Peut-être une question, Sylvie. Je vous ai entendu, et j'ai bien entendu que la mutinerie, vous n'y croyez pas totalement. La révolte populaire, où on verrait des hordes d'automobilistes déferler sur le Kremlin, peut-être pas. Est-ce qu'en revanche, les oligarques, les marchés, le pouvoir économique peuvent faire chuter Poutine s'il continue à envoyer le pays dans le mur ? Alors, je ne pense pas. D'abord parce que s'il pouvait y avoir effectivement une forme de coup d'État, de révolution de palais, c'est pas par les oligarques, c'est pas par des libéraux, ça serait éventuellement par ceux qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les hommes de force, sûrement pas par les oligarques. Ils peuvent lui dire effectivement que ça a un effet négatif sur l'économie et sur leurs propres affaires. Ça, Poutine s'en moque un peu plus d'ailleurs, parce qu'il était content qu'ils viennent réinvestir en Russie. On sait que Nabiullina, gouverneur de la Banque de Russie, qui est excellente et qui a sauvé l'économie russe, est très hostile à cette guerre. Elle l'a dit, ça n'a pas eu d'effet sur Vladimir Poutine. Et de manière générale... Vous parliez des forces de sécurité, les siloviki, voilà. Les hommes de force. Vous semblez penser que c'est là qu'il peut y avoir un point d'appui. Mais c'est les seuls qui ont les moyens, qui ont la force. C'est pas des libéraux, c'est pas des démocrates. Ils n'ont pas l'habitude de se révolter, de faire des révolutions de palais. Et en outre, des libéraux russes m'avaient dit à chaque fois qu'on est descendu dans la rue, la situation a été pire pour nous. Donc on va sûrement pas le faire. Bon, Jean. Donc ça veut dire, selon vous, que Vladimir Poutine est au pouvoir pour longtemps ? Il peut rester au pouvoir pendant longtemps. Il faut voir comment les choses évoluent en Ukraine, parce que c'est vrai qu'il est dans une situation, finalement, la pire depuis le début de la guerre. Il a perdu beaucoup de son influence, il est critiqué, et aujourd'hui, c'est un peu une impasse, puisque l'Ukraine a son plan de 40 jours, frappe tous les jours, et ça a davantage d'effet que les frappes de Vladimir Poutine sur les villes ukrainiennes. D'ailleurs, il a, en dehors de l'erreur qui était le déclenchement de cette guerre, son erreur de ne pas accepter l'offre de Donald Trump, qui lui promettait réhabilitation internationale, coopération économique. Et l'autre erreur, je pense aussi, c'est de frapper systématiquement Kiev, de s'être acharné sur la capitale ukrainienne, parce que c'est aujourd'hui la monnaie de cette pièce que leur renvoient les Ukrainiens. Je ne suis pas sûre que les Ukrainiens auraient décidé de frapper Moscou s'il n'y avait pas eu ces frappes massives sur Kiev. Ils n'ont pas frappé des cibles civiles à Moscou. Non, ils n'ont pas frappé mais ils ont frappé les raffineries. Ils ont frappé des raffineries. Et par exemple, à Saint-Pétersbourg, au moment du Forum économique, qui est quand même la grande vitrine de Vladimir Poutine, c'était délibéré. C'était pas un objectif civil, mais il fallait que ça se voie partout. Imaginons qu'il perde la Crimée et qu'il recule dans le Donbass. Jusqu'où il peut tenir ? C'est ça ma question. C'est en fait, les troupes ukrainiennes sont à Moscou, il est toujours au pouvoir ? Comment il tombe ? À quel moment il tombe ? D'abord, les troupes ukrainiennes ne sont pas à Moscou. Bien sûr. Mais la perte de la Crimée... La Crimée est frappée, et c'est vrai qu'au moment où il a conquis la Crimée, où il l'a annexée, il a eu un regain de popularité considérable en Russie, parce que pour eux, la Crimée, c'est effectivement russe. Maintenant,
le Donbass, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a refusé de geler la ligne de front, parce qu'il voulait récupérer les 20% du Donbass, parce que dans ses prétextes, c'était la protection de la population du Donbass. Alors il perd effectivement un peu de territoire, mais l'histoire n'est pas complètement finie non plus, parce qu'ils sont en train d'attaquer aussi Konstantinivka et c'est pas assez difficile à dire, mais je dirais que c'est un dur à cuire quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut perdre la guerre en Ukraine et rester au pouvoir. Mais ça dépend ce qu'on appelle perdre la guerre, parce que si in fine on gèle le front, et là-dessus les Ukrainiens sont prêts à en discuter, il aura gagné quand même 20% du territoire ukrainien, et davantage que ce qu'il avait en 2022. Merci beaucoup, Sylvie Bermann, d'avoir répondu à nos questions.